Comment choisir ses études supérieures? Je vous explique tout de A à Z. Bonjour, je m'appelle Tanguy, et si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Donc, comment choisir ses études supérieures? Nous allons voir un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous dire, ouvrez votre esprit. C'est vraiment important. Pourquoi je dis ça? Parce que durant mes études, j'entendais souvent les gens dire, oui, il faut faire de longues études, il faut entrer dans une bonne école, si tu veux un bon travail, il faut faire des études. Alors, c'est pas forcément un fond de pensée qui est fondamentalement faux, je veux dire, mais c'est pas forcément vrai non plus. Aujourd'hui, la mentalité a évolué, mais pas tant que ça. Depuis que je suis enseignant, j'entends beaucoup de familles dire non, cette filière-là, c'est pour les nuls, ici, c'est pour les cassos, hein, lors de vraies réunions. Hein. Et c'est triste à dire parce que chaque cursus apporte des compétences, apporte des connaissances qui sont propres à cette filière et qui permettraient d'éviter un petit peu ce qu'on aperçoit un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire des élèves, des étudiants qui vont dans des cursus parce qu'on leur a dit d'aller là, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils perdent leur temps et ils sont pas motivés et du coup ça se répercute un petit peu sur leurs résultats. Donc arrêtez de penser qu'il y a des cursus meilleurs ou moins bons que les autres. Ça va vraiment dépendre de vous, vos objectifs. Pourquoi vous faites ces études supérieures là? Par exemple, si vous cherchez à avoir un poste à responsabilité, l'entreprise va vous demander des connaissances, plus ou moins poussées en fonction du niveau, un esprit d'analyse capable de prendre des décisions, et donc ce genre de compétences-là s'acquiert forcément par des études un peu plus longues, hein, donc des cursus longs. A l'inverse, si vous voulez entrer rapidement sur le marché du travail et travailler, pour ça, l'entreprise va chercher quelqu'un qui est capable de le faire, donc quelqu'un de spécialisé. Les cursus de spécialisation, ce sont des cursus courts qui vont de 2 à 3 ans en général. Donc voilà, vraiment ça dépend de vos objectifs. Ne vous fermez pas à un cursus parce qu'on vous a dit oui celui-là est bien, celui-là est nul alors que celui-là est très bien. Faites celui-là vraiment si vous voulez réussir. Faites-le en fonction de vos objectifs. Donc, avant de rentrer un peu plus précisément dans le détail de chaque filière, comment ça fonctionne, on va voir comment déjà c'est construit. Hein. Donc si vous regardez, on est réparti entre deux grandes catégories. La catégorie université qui regroupe tous les cursus un peu plus généraux et les cursus dits longs. Hein. Donc tout ce qui est santé, médecine, diplôme d'ingénieur, le fameux LMD, licence, master, doctorat, qui est une suite logique de cursus long, DUT, licence pro. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est lycée-école avec des professions un peu plus spécifiques. Le BTS qui fait partie ici à l'intérieur, donc des professions professionnalisantes, vétérinaire, la filière de l'expertise comptable par excellence, donc DCG, DCG, DEC, donc je reviendrai dessus sur une autre vidéo, l'orthophoniste, l'architecte, etc. Point important, on a des S rouges ici un petit peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des accès sélectifs sur concours, sur épreuve. Donc c'est à prendre en compte lors de vos choix d'études supérieures. Autre point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il existe des passerelles, c'est-à-dire c'est pas parce que vous entrez en fac de médecine demain que vous ne pouvez pas, l'année prochaine ou dans 6 mois, repartir en licence. Vous avez fait une licence 3, vous voulez repasser en BTS. Tout est ouvert, vous pouvez absolument changer comme vous le désirez en fonction des études que vous voulez faire. Vous n'êtes pas fermé dans une catégorie d'études spécifiquement. Hein. Donc ça c'est important à prendre en compte. Donc comment s'articulent les différents cycles de formation? Donc nous allons commencer par le BTS et le DUT. Donc ce sont des cycles de cursus courts, hein, brevet de technicien supérieur et diplôme universitaire de technologie. Niveau de diplôme, les deux sont des diplômes Bac plus 2, c'est-à-dire que vous devez faire 2 ans d'études après le bac pour obtenir cette qualification-là. Prérequis, pour vous inscrire, postuler dans un BTS, il vous faut un bac. Peu importe le bac, vous pouvez très bien entrer dans un BTS ingénierie mathématiques en venant d'un bac S, d'un bac L, d'un bac pro, peu importe. Pour un DUT, c'est la même chose, sauf qu'en général, les écoles dans lesquelles vous postulez vont privilégier, vont préférer un bachelier qui a le même bac de prédilection. C'est-à-dire justement qui va justifier d'un bac ingénierie mathématiques pour postuler en DUT ingénierie mathématiques. C'est pas obligatoire, mais en général, les écoles, c'est ce qu'elles préfèrent. L'objectif, bac plus 2, cycle court, les deux ont le même objectif,
vous spécialiser, vous rendre apte à travailler, à entrer sur le marché du travail pour une entreprise au bout de 2 ans. Petite subtilité quand même, le DUT vise un petit peu plus de polyvalence que le BTS. Au point de vue du programme, justement c'est ce qui va faire cette polyvalence ou cette spécialisation-là. Le BTS est plus axé sur une activité précise, le DUT est plus axé sur une branche d'activité. Voilà, c'est cette notion-là qui va un petit peu différencier spécialisation avec un petit peu plus de polyvalence, comme j'ai dit juste avant. Les stages, donc cursus de spécialisation, les stages font évidemment partie intégrante de la formation. Ils sont de 8 à 16 semaines pour le BTS répartis sur les 2 ans et 10 semaines pour les DUT. Maintenant, vous avez décroché votre diplôme. Qu'est-ce que vous faites après? Deux choix, soit vous entrez sur le marché du travail, puisque c'est l'objectif d'un BTS ou d'un DUT, soit vous décidez de poursuivre vos études. Et là encore, vous avez le choix. Spécialisation supplémentaire plus poussée, donc en licence professionnelle, si vous souhaitez avoir un poste plus intéressant ou une carrière un peu plus élevée avec plus de responsabilités. Ou vous pouvez aussi repartir en cursus général pour faire des études longues en licence générale, le fameux cursus LMD. Vous pouvez également aller en classe préparatoire via des passerelles qui vous permettent de repasser en deuxième année de classe préparatoire. C'est justement ce qu'on va voir juste après. 2 ans d'études après le bac, comme pour le BTS ou pour le DUT. Par contre, l'objectif d'une classe préparatoire n'est pas de passer un diplôme, n'est pas de valider une qualification. On vous prépare à un concours pour entrer dans une grande école. Important, je le répète, vous ne passez pas de diplôme à la fin des 2 ans. Vous avez une attestation de réussite, comme quoi vous avez acquis les compétences nécessaires pour postuler dans la grande école, mais on ne vous donne pas de diplôme. Vous passez un concours. Ça, c'est important de le préciser. Pour postuler en classe préparatoire, il vous faut un niveau bac, justifier un baccalauréat, mais un très très bon baccalauréat. La classe préparatoire prépare un concours, on vous demande une capacité de travail et de rigueur importante. Vous devez avoir un très bon dossier. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a 3 types de classes préparatoires. La classe préparatoire scientifique, dont 70% viennent de bac scientifique, le bac S. La classe préparatoire littéraire, dont 50% viennent de bac littéraire, bac général. Et la prépa économique et commerciale, dont 40%, 42% viennent de bac ES et 40% viennent de bac S. Donc vous voyez, la classe préparatoire, ça reprend vraiment la suite des 3 bacs généraux. Vous pouvez postuler en classe préparatoire avec un bac technologique. Par contre, il vous faut vraiment un très très bon dossier, de très très bons résultats. La formation proposée et ce que vous allez étudier va dépendre de la prépa dans laquelle vous vous êtes inscrit. Si on prend la prépa littéraire par exemple, il y a la prépa lettres de Lyon, la prépa lettres ULM plus axée sur le latin et le grec, la prépa lettres et sciences sociales, la prépa Saint-Cyr lettres, la prépa Charles, la prépa art et design, etc. Mais chacune mène à l'entrée d'une grande école. D'accord ? La prépa scientifique, alors, c'est des sigles un petit peu barbares, je ne vais pas tous vous les faire. On a la prépa BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, MPSI, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, etc. Que des prépas axés sur les mathématiques, la chimie, l'ingénierie, la biologie, la science et vie de la Terre. Voilà, donc en fin de compte, les matières importantes que vous aviez eues en bac scientifique. Et la prépa économique et commerciale, donc là il existe la prépa ECE, économique commerciale, option économique, ECS, option scientifique, ECT, option technologique, la prépa D1 et D2 qui est plus axée sur le droit, l'économie et le management, donc là ça rejoint un petit peu plus le BTS technologique, pour le coup, par exemple le bac STMG, et important, pour toutes ces prépas-là, il existe des passerelles, c'est-à-dire vous avez décroché un BTS ou un DUT, vous voulez, plutôt que de faire une licence pro, entrer dans une grande école. Vous devez passer le concours, vous devez aller en classe préparatoire. Vous n'allez pas repasser en première année. Vous avez déjà acquis des connaissances, vous avez déjà acquis des compétences. Donc, ils vont vous permettre de passer en deuxième année de prépa, voire 3 en fonction de la prépa dans laquelle vous êtes inscrit. Et inversement, si vous êtes en prépa en première année, vous pouvez re-rentrer en BTS ou en DUT deuxième année. Vous voyez que tout à fait le niveau n'est pas le même. Mais il existe des passerelles pour vous permettre un petit peu de changer de voie. Donc rien n'est fermé,
vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous avez les crédits, les compétences, les connaissances requises pour postuler dans la filière supplémentaire. Et aussi important à prendre en compte, la classe préparatoire, quand on vous prépare à un concours, elle n'a pas pour objectif de vous spécialiser et de vous faire entrer sur le marché du travail. Il faut bien prendre en compte qu'il n'y a pas de stage dans la formation. Vous n'avez pas d'expérience professionnelle sur votre CV. Et en plus, vous n'avez pas de diplôme. À la fin, je le rappelle, vous avez une attestation descriptive du parcours qui valide les crédits que vous avez acquis en validant les compétences liées à la formation. D'accord ? Vous prenez bien ça en compte si vous choisissez d'aller en classe préparatoire. Par contre, après la classe préparatoire, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez entrer sur le marché du travail, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le but d'une classe préparatoire. Vous n'avez pas de diplôme, vous avez qu'une attestation. La suite logique de la classe préparatoire, évidemment, c'est d'entrer dans une grande école. Donc vous avez l'école d'ingénieur, l'école normale supérieure, l'école de commerce ou une école spécialisée. L'école spécialisée, si vous décidez de postuler dans ce genre de cursus, c'est parce que vous voulez passer une formation atypique. Qu'est-ce que j'entends par atypique ? C'est une formation qui n'est pas classique, qui sort un petit peu du domaine habituel dont on entend parler. On peut retrouver par exemple les domaines liés à la pharmacie, médecin, kinésithérapeute, pharmacien, etc. Le domaine de l'audiovisuel et du cinéma, le domaine de la mode, le domaine optique, architecte, photographe, voilà. Vous voyez, c'est vraiment des domaines très spécifiques qui du coup demandent une formation avec potentiellement du matériel spécifique qui n'est pas adapté dans un établissement classique. Pour pouvoir postuler en école spécialisée, en fait ça va dépendre de l'école dans laquelle vous souhaitez aller, puisque chaque formation a ses propres dates, modalités et systèmes de recrutement. D'accord ? La sélection se fait sur votre dossier et vos bulletins évidemment, mais on peut aussi vous demander de passer des tests ou des entretiens de motivation. D'accord ? La formation peut aller de 2 à 5 ans en fonction de l'école dans laquelle vous postulez et du cursus que vous souhaitez faire. Le but de cette école étant de vous spécialiser à un domaine précis, les stages font évidemment partie intégrante de la formation. La durée va dépendre, pareil comme toujours, de l'école dans laquelle vous postulez. Et il faut savoir qu'une partie des enseignements est dispensée par les professionnels du secteur, pour justement vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la formation. Quand vous sortez après d'une école spécialisée, vous avez un diplôme, pas comme pour la classe préparatoire. Par contre, faites attention, quand vous choisissez de postuler, vérifiez bien quel type de diplôme vous allez acquérir à la fin de la formation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des diplômes qu'on dit reconnus par l'État. Donc ça, c'est tous les diplômes que vous pouvez avoir, les diplômes classiques, j'entends par là. Des diplômes qui sont inscrits au RNCP. Donc ça, c'est quoi ? C'est le répertoire national de certification professionnelle. Donc c'est encore une catégorie à part. Et on a les diplômes qui sont certifiés par un label. Le label donc de l'organisation professionnelle. Donc vérifiez bien, important avant de postuler dans une école spécialisée, quel type de diplôme va vous donner l'école à la fin de votre formation. Et donc après l'école spécialisée, vous avez le choix. Soit vous décidez d'entrer sur le marché du travail, soit vous voulez vous spécialiser encore davantage. Dans ce cas-là, vous allez en master professionnel ou en ce qu'on appelle un DSA, un diplôme de spécialisation et d'approfondissement. Maintenant, nous allons voir les différents types de licences. Il y a la licence générale et la licence professionnelle. Donc, la principale différence qui les caractéristique, ça va être les prérequis pour l'inscription. La licence générale, vous avez juste besoin d'un bac pour postuler. Et vous ferez 3 ans d'études pour acquérir votre licence qui est un niveau bac plus 3. La licence professionnelle, c'est aussi un niveau bac plus 3. Par contre, vous pouvez y entrer qu'après avoir déjà validé 2 années d'études. C'est-à-dire avoir décroché un BTS ou un DUT, ou avoir fait 2 années de prépa ou de licence. Ensuite, vous ferez 1 année d'études supplémentaires et vous validerez une licence professionnelle. Donc voilà, la principale différence, c'est ça. Licence pro, 1 an d'études après bac plus 2, licence générale, 3 ans après le bac. D'accord ? L'objectif, la licence pro, c'est de se professionnaliser. Donc c'est la suite logique de ce que j'ai dit tout à l'heure, BTS, DUT. La licence générale, l'objectif, ça va être de vous faire emmagasiner des connaissances et des compétences pour que vous soyez polyvalent et vous faire poursuivre après vos études en master. La formation en licence professionnelle est très axée, donc un petit peu comme le BTS et le DUT, c'est-à-dire vous avez des cours, des TD, etc. Et vous avez une partie stage obligatoire qui fait partie intégrante de la formation, qui vont entre 12 et 16 semaines. La licence générale, objectif, polyvalence, poursuite d'études, il n'y a pas de stage de prévu dans la formation.
sauf quelques unités d'enseignement que vous pouvez prendre sur option en fonction du cursus que vous souhaitez passer. Dans ce cas-là, il y aura potentiellement un mémoire de stage à réaliser par rapport à une expérience professionnelle. Donc l'objectif d'une licence professionnelle, c'est soit d'approfondir déjà les connaissances et compétences spécialisées que vous possédez, soit d'acquérir une deuxième spécialisation en général qui est complémentaire à la première. Alors que la licence générale, l'objectif c'est de vous faire acquérir des connaissances, des compétences diverses et variées de différents domaines pour que vous poursuiviez vos études en master et en études longues. La formation dispensée va évidemment dépendre de celle dans laquelle vous êtes inscrite, mais sachez que principalement dans la licence professionnelle, comme le but c'est la spécialisation, il y a des stages qui sont prévus dans la formation, qui vont entre 12 et 16 semaines à peu près, alors que dans la licence générale, il n'y a pas de stage de prévu. La formation est vraiment axée sur l'acquisition des compétences et des connaissances diverses et variées. En 2020, on recense à peu près 176 types de licences professionnelles différentes, donc je vous mettrai le lien dans la description, et on distingue environ 40 licences générales qui sont elles réparties donc par domaine et par mention. On peut voir par exemple une licence en droit, en économie-gestion, en sciences politiques, en histoire, en sociologie, en sciences sociales, en art, en chimie, en musique, en langue, en lettres, voilà. Donc il y a beaucoup de domaines, je vous mettrai également le lien dans la description. Tout comme tout à l'heure avec la classe préparatoire, il existe des passerelles pour passer d'un cursus à un autre en fonction de votre niveau d'études et de connaissances déjà acquis au préalable. Et après votre licence, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le choix, soit vous entrez sur le marché du travail, en général en tant que technicien, soit vous décidez de poursuivre vos études, et dans ce cas-là, vous allez entrer dans un cursus de master. Donc le master, un diplôme de niveau Bac plus 5, pour y entrer, vous devez déjà justifier d'un niveau Bac plus 3, donc une licence, soit professionnelle, soit générale, ou d'un concours. Certains masters sont accessibles uniquement avec la réussite d'un concours. On distingue deux catégories de masters, le master dit professionnel et le master dit de recherche. Donc la différence c'est quoi ? C'est que le master professionnel, l'objectif ça va être de vous professionnaliser davantage, encore plus poussé que la licence pro, et de vous faire entrer sur le marché du travail, en tant que cadre en général. Alors que le master de recherche, le but c'est de vous placer en tant que chercheur dans une dynamique de recherche pour poursuivre après vos études en doctorat. En 2020, il faut savoir qu'on recense environ 250 mentions proposées au niveau des masters. Donc un master en comptabilité et gestion, un master en sciences de l'ingénieur, un master en art, en graphisme, en design, en biologie, en mathématiques, en finance, en psychologie. Voilà, je vous mettrai également le lien toujours dans la description. Par contre, peu importe le master que vous avez choisi, vous allez forcément avoir une initiation au minimum à la recherche, notamment avec la rédaction d'un mémoire, et un ou plusieurs stages qui peuvent aller donc de 12 semaines à 6 mois maximum. Et après le master, donc vous avez trois possibilités. Vous pouvez entrer sur le marché du travail, en général vous entrez en tant que cadre, ou alors vous l'atteignez assez rapidement, soit vous pouvez postuler dans l'enseignement de l'éducation nationale, soit vous décidez de poursuivre dans un doctorat. Et donc le doctorat, diplôme de niveau Bac plus 8, donc 3 ans après le master. Donc par contre, contrairement aux idées reçues, c'est pas 3 ans encore d'études complètes à écouter un prof, d'accord ? Vous sortez pas de là, vous avez déjà 30 ans et vous avez jamais travaillé, vous sortez uniquement de l'école. Non, vous êtes 3 ans en train de travailler à faire de la recherche. Pendant 3 ans, vous allez faire de la recherche pour préparer une thèse que vous allez présenter devant un jury sur une thématique précise. Et donc pour postuler au doctorat, vous devez évidemment justifier d'un master. Donc au cours de ces 3 années, vous n'allez pas être à l'école, comme j'ai dit précédemment, vous allez réaliser un travail de recherche, assister à des conférences et être accompagné par un ou plusieurs directeurs de stage qui vont vous aiguiller tout au long de ces 3 années. En général, les principaux domaines de recherche, ça va être les mathématiques, la physique, la science et la vie de la Terre et de l'univers, la chimie, la biologie, les sciences humaines, les sciences de la société, les sciences de l'ingénieur, les sciences agronomiques et écologiques, et la gestion du patrimoine scientifique. Je vous remettrai également toujours le lien dans la description où vous pouvez retrouver la liste. Donc comme vous n'êtes ni à l'école ni en entreprise, vous êtes en phase de recherche, la question qui se pose souvent c'est comment est-ce qu'on finance ces recherches-là ? Quel argent on touche pendant ces 3 années en recherche doctorale ? Il faut savoir qu'il existe 2 sources de financement principales, le contrat doctoral et le CIFRE. Donc le contrat doctoral, en fait, c'est une enveloppe qui est accordée à chaque chercheur par votre établissement d'enseignement, votre école doctorale. Et le CIFRE, c'est un petit peu dans la même logique que de l'intérim, c'est-à-dire que
vous signez un contrat de travail, un CDD ou un CDI, pendant les 3 ans, avec le laboratoire de recherche et avec l'école supérieure doctorale à laquelle vous êtes accrédité. Et après doctorat, vous avez 3 possibilités. Soit vous décidez d'aller travailler dans le laboratoire de recherche, soit vous décidez de devenir un enseignant-chercheur, donc ça va être une personne qui enseigne dans de la faculté par exemple, et qui à côté fait de la recherche et continue à produire des thèses et à écrire des livres de recherche, ou vous décidez d'aller travailler dans une entreprise dans, en général, la fonction recherche et développement. Avant de terminer, un petit point sur l'alternance. L'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est l'addition de 2 choses. Vous faites vos études, vous validez votre diplôme, et en même temps, vous avez signé un contrat de travail et vous travaillez. Il y a 2 types de contrats qui sont en vigueur aujourd'hui. Le contrat dit d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors vous allez me dire c'est quoi la différence entre les deux? Pour vous, pas grand chose, à part peut-être la rémunération, puisque chaque contrat a une rémunération spécifique en fonction de votre niveau d'études, de votre âge et de l'année de cursus. Mais ça va jouer un petit peu. Mais la principale différence va se faire pour votre entreprise qui n'aura pas les mêmes avantages ou les mêmes économies de cotisation sociale par exemple. Du coup, quel est l'avantage concrètement pour vous de faire des études en alternance? Principalement, si vous avez un contrat de travail, vous êtes payé, donc vous touchez une rémunération, vous avez du pouvoir d'achat, donc c'est l'élément principal. Le statut également, vous n'avez plus un statut d'étudiant mais de salarié, avec les droits à congés payés, avec l'assurance maladie, la caisse de retraite, vous cotisez à la retraite, vous cotisez au chômage, etc. Le coût de la formation, qui souvent est pris en charge, vos études sont prises en charge par votre entreprise, donc si vous faites une école qui coûte de l'argent, à l'inscription qui n'est pas gratuite, c'est souvent pris en charge par votre entreprise. Et également, évidemment, l'expérience professionnelle que vous allez acquérir, que ne vont pas acquérir ceux qui font les mêmes études que vous, mais qui sont en initiale. Vous allez travailler en même temps, vous allez pouvoir mettre sur votre CV plusieurs années d'expérience professionnelle en plus de votre diplôme. Ce qui est un atout très apprécié aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, des entreprises, qui demandent en général souvent pour un poste un tel niveau de diplôme et tant d'années d'expérience. Et évidemment, l'alternance comporte aussi des inconvénients. La rémunération. Pourquoi je l'ai passé dans les deux? Parce que la rémunération que vous touchez en tant qu'alternant, apprenti ou professionnalisation, est plus faible que le SMIC, en général. Elle va au maximum au SMIC, c'est une grille légale, tarifaire, c'est un pourcentage en fonction, comme je dis tout à l'heure, de votre niveau d'études, de votre âge et de votre cursus de formation. Donc, ensuite, le statut, vous n'avez plus le statut d'étudiant. Donc vous perdez également les avantages de réduction, par exemple, aux différents loisirs ou de transport liés au statut d'étudiant. Et pour finir, la charge de travail, il faut savoir que vous n'avez pas les vacances scolaires, vous avez le même programme que vos camarades qui, eux, passent le cursus normalement, sauf que vous travaillez, et vos seules vacances, c'est vos 5 semaines de congés payés en tant que salarié. Donc voilà, c'est vraiment une décision qui a de gros avantages pour votre avenir. Vous travaillez, ça vous permet d'acquérir de l'expérience, d'avoir une rémunération, de cotiser au chômage et à la retraite. Ça, en général, on oublie de le préciser, mais c'est aussi important. Par contre, de l'autre côté, la rémunération que vous avez, elle n'est pas énormissime. Vous perdez vos avantages en tant qu'étudiant et votre charge de travail est plus importante. Donc il faut bien avoir ça en tête avant de vous lancer dans l'alternance. C'est très valorisé par le monde du travail, par les entreprises, mais c'est très difficile à tenir. Il faut être sérieux tout au long de votre année d'études. Et voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous savez comment fonctionne aujourd'hui un petit peu le système des études supérieures, comment tout ça est agencé, les passerelles qui existent, les différents types de cursus ainsi que leurs objectifs et les formations qu'ils proposent. Vous êtes maintenant, j'espère, grâce à cette vidéo, capable de choisir beaucoup plus sereinement un petit peu les études que vous souhaitez faire pour votre avenir. Avant de partir, n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si j'ai pu vous aider et si le concept vous a plu, et partagez-la sur les réseaux sociaux afin d'aider un maximum de personnes. Si vous souhaitez avoir encore plus de détails sur tout ce que j'ai dit sur les différents cursus dans la vidéo, vous pouvez aller voir l'article que j'ai écrit sur mon site, je vous mets le lien dans la description. J'ai également créé une formation gratuite que vous pouvez télécharger qui s'intitule Comment réussir vos examens à coup sûr, qui est basée sur mon expérience en tant qu'ancien étudiant et en tant qu'enseignant, où je vous donne beaucoup de conseils pratiques et concrets, réalistes, pour réussir vos examens et vos projets à coup sûr. Le lien est dans la description, c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire
et à la télécharger. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour devenir l'expert de demain. À bientôt!